partager le parcours qui a été des vôtres, parce qu'aujourd'hui, vous avez été vice-première ministre, mais avoir une première ministre, c'est une consécration. Tout à fait. Nous serons avec le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, bonsoir. Avec vous, nous allons parler des efforts continus et de l'engagement plusieurs fois renouvelé du président de la République, notamment pour le soin de santé des femmes. Surtout, on parle beaucoup de la gratuité de la maternité et des différents soins qui entourent. Voilà plus ou moins les décors que nous plantons ce soir, parce que nous voulons faire le bilan de ce qu'ont été les engagements des hommes aux côtés des femmes. On parle de masculinité positive. Nous avons le président de la République qui est le champion, non pas en parole, mais surtout en acte, parce qu'il a nommé un Premier ministre. Je voudrais, avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet, en accord avec la technique, écouter le premier mot de la première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo, peu après sa nomination et sa rencontre avec le président de la République. C'est un 1er avril d'une grande première pour la République démocratique du Congo. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Une femme chef du gouvernement, il fallait au-delà de la volonté du président de la République un profil de taille et une intelligence avérée, comme celle qu'incarne Judith Suminwa Tuluka. La fin de la journée de ce lundi annonçait les couleurs d'un grand événement avec la réception par le chef de l'État de Jean-Michel Sama-Lukonde, venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. Dès sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'il va assumer. Presque au même moment, et en direct sur la télévision nationale, le porte-parole du président de la République rend publique l'ordonnance avant que l'heureuse promue ne la rejoigne et ne prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car celui qui a voulu que ce soit aujourd'hui ainsi. Je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre plus cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base de ces engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est une preuve de la marque de confiance du président de la République à la gente féminine. Première femme Premier ministre de la RDC, celle qui était encore ministre d'État au plan jusqu'à sa nomination est une experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion de changement. Face à elle, se présentent des urgences au niveau notamment sécuritaire avec la guerre dans l'Est, aussi la poursuite de la relance économique du pays ou encore l'emploi des jeunes. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est la preuve éloquente que face à une intelligente féminine avérée, point n'est besoin de brandir la notion du genre. Voilà, tout à l'heure je disais première femme, première ministre de l'histoire de la RDC. Soyez rassurés que vous ne péchez pas contre le français parce que l'Académie française le tolère, et pour nous, parce qu'il faut montrer cet ancrage de notre masculinité positive, je vous suggère donc de l'appeler Madame la première ministre. Voilà, Madame
La ministre d'État, je me tourne vers vous. Je sais que c'est une consécration pour le combat de la femme arriver à ces résultats. Qu'est-ce que la nomination de Mme Tuluka vous a inspiré à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo? À première vue, quand je l'ai revue, j'avais envie d'applaudir, et permettez-moi d'applaudir. J'applaudis pour le combat, des combats de la femme, les combats que nous avons menés depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous venons de briser les plafonds de verre pour avoir une femme chef du gouvernement, chef de l'exécutif. Ce n'est pas peu de choses. Et je salue aussi, en félicitant le chef de l'État, le président de la République, qui est champion de la masculinité positive. Il a été consacré champion de la masculinité positive parce qu'il est passé un acte depuis son avènement au pouvoir sur la présence des femmes, non seulement dans différentes instances de prise de décision, mais surtout les niveaux, la qualité des femmes. Je pense qu'avec la nomination actuelle de notre sœur Judith Tuluka, il faut un autre prix au chef de l'État. Ça, rassurez-vous. Non plus le prix de la masculinité positive. Non, pas du tout. La masculinité positive, c'était pour remercier ceux que nous étions avant sa nomination. On ne s'attendait vraiment pas à la nomination d'une femme. Et maintenant, je pense que comme elle a été nommée le 1er avril, nous devons casser désormais avec les poissons d'avril, parce que là, c'était une information vraie. Plus jamais poissons d'avril dans notre pays. Alors, je voudrais dire que c'est la consécration d'un combat qui a commencé depuis belle lurette. En 1960, dans notre pays, les femmes n'ont pas eu droit de vote. Vous voyez de là où nous venons? Et cela ne veut pas dire que les femmes n'étaient pas, ou bien n'ont pas participé au processus des indépendances dans notre pays. Elles étaient bel et bien là, même à la conférence, à la table ronde de Bruxelles. Mais elles n'étaient pas considérées. C'est un peu comme certains passages de la Bible où on dit qu'il y avait autant de personnes sans compter les femmes et les enfants. Les femmes n'étaient pas comptées. Et on avait en plus, dans notre législation, les cas de l'incapacité juridique, essentiellement des femmes mariées, qui ne pouvaient pas rester en justice, qui ne pouvaient pas vendre et acheter, qui ne pouvaient pas poser des actes juridiques sans autorisation préalable de leurs époux. Mais là où les bas blessent, c'est parce que les femmes étaient classées parmi les incapables juridiques tels que les mineurs, les alliés. Tout ce qu'il y avait comme la femme, les promotions des droits des femmes, mais c'est maintenant que nous nous en félicitons. Nous tirons nos félicitations à la volonté politique du chef de l'État. Nous pensons qu'il demeure encore des pesanteurs au niveau de certains partis politiques. Parce que, oui, il demeure des pesanteurs dans certains partis politiques. C'est rare de trouver les partis politiques, permettez-moi, comme les miens, le mouvement de libération du Congo, où le leadership croit à la femme et donne la possibilité à la femme d'éclore ses compétences, de donner sa contribution. Nous pensons que les partis politiques étant des pépinières pour la gestion de la chose publique, les leaders politiques devaient suivre cet exemple qui est venu d'en haut. En tout cas, nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Peut-être quelques mots, Dr Kamba, sur la nomination de la première femme première ministre en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Excellence. La première chose, d'abord, c'est... moi, je considérais cette nomination
sur le prisme politique en me disant quelle confiance le chef de l'État a en lui-même pour qu'en cette période trouble, il décide quand même de mettre une femme à la tête du gouvernement. Cela montre d'abord que l'analyse qu'il fait des capacités des uns et des autres n'est pas liée au genre. Il est lié à la personnalité de l'homme ou de la femme politique qu'il nomme. Deuxièmement, par rapport à notre Premier ministre elle-même, que nous connaissons tous très bien, avec laquelle on discute beaucoup, et qui, pour moi, personnellement, a beaucoup participé à la couverture santé universelle quand elle était encore au CPVS. C'est parmi les personnes qui ont porté vraiment la couverture santé universelle. Donc, à titre personnel, j'étais très content de voir que c'est une personne qui connaît la cause pour laquelle le chef de l'État a placé les soins de santé en tête, de se retrouver à la tête du gouvernement. Maintenant, par rapport à elle-même, c'est la consécration effectivement d'un parcours très brillant que nous connaissons tous, dont on parle maintenant de manière beaucoup plus fréquente parce que maintenant c'est connu. Mais au moins, je crois que dans ces moments difficiles, on avait besoin d'une figure capable d'abord de donner la paix aux citoyens de manière générale. La paix de l'âme, la paix sociale, parce qu'une femme, ça rafraîchit quand même. Mais d'autre part, qui a suffisamment de caractère pour adresser les grands problèmes. Et d'ailleurs, on l'a entendu dans sa petite déclaration. Elle a dit une chose, elle a dit, il y a des ennemis qui se cachent, mais nous allons les retrouver par tous les moyens. Donc c'est quand même une personnalité très importante et je félicite le chef de l'État pour ce choix que, de mon point de vue, est très judicieux. Voilà, et spécialement parce que ces briefings, nous l'avons voulu destiner sur la place de la femme, notamment la masculinité positive. Nos équipes ont recueilli les commentaires de quelques Congolais après la nomination de Madame Judith Suminwa à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo. Si la technique est prête, nous pouvons suivre ces éléments. Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Par cette ordonnance présidentielle lue par Tina Salama, porte-parole du président de la République, Judith Suminwa Tuluka, nommée Premier ministre de la RDC. Avant cette nomination, elle occupait la fonction du ministre d'État, ministre en charge du plan. Si devant la base de l'UDP, sa nomination fait l'unanimité dans le rue de la capitale, elle symbolise plutôt la matérialisation de la volonté du président Félix Tshisekedi de promouvoir aussi le talent féminin. Donc, tous les 4 présidents, mais il y a confiance dans moi aussi. Président de la République démocratique du Congo, place à Zamaton de Mingi, vraiment nous avons besoin vraiment mandat comme vraiment. Première femme à occuper cette fonction depuis l'indépendance de la RDC. Pour cette dame interrogée, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme sur le plan intellectuel. Comme tout, on a fait des bases tout ça là, les balles peuvent se vendre dans le bas, c'est là-bas, tendez-moi ça au sale. Pour moi, c'est pas ça utile dans la société, mon balle pas ça utile dans la société. Tant que je suis sagesse sur moi, ça dans mon mobile, ça dans mon côté. Tant que je suis intelligent sur moi, ça dans mon mobile, ça qui dans mon côté. Pas que personne n'a une chance, tout ça la paix. Ah non, les appareils n'a pas de maman. Et à tout ça là, non, tout c'est la paix. Et ça comme malam, pour aller baki yangoke, tout faut achaka maman, pour maman de yemutu atongaka ndap. Natif du Congo central avec une carrière plein dans le monde séculier et un parcours atypique en politique, Judith Suminwa Tuluka va devoir former un nouveau gouvernement au moment où les grandes priorités du garant de la nation sont non seulement le développement économique du pays de Lumumba, la question sécuritaire avec la guerre qui bat son blé à l'Est, opposée à RDC au Rwanda. D'ailleurs, dans ses premiers mots, lors de sa nomination, la première ministre entrante de la RDC avait adressé 2 mots de soutien aux populations dans l'Est de la RDC. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre.
Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Avant de conclure, et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour ces éléments et pour les réactions des Congolais qui sont unanimes par rapport au choix qui a été fait par le président de la République. Tout à l'heure, pendant que je vais demander à la technique de nous préparer les tableaux, Madame la ministre d'État, vous parliez justement de la représentativité de la femme. Nous avons essayé, avec nos services, mais aussi la collaboration de Brigitte Kiakou, de retracer un peu ce qu'ont été les pourcentages de participation de femmes au gouvernement. En 2017, en moyenne, c'était 10%. En 2018, 20%. En 2021, 27%. Et en 2023, 28%. Vous-même, vous avez été vice-première ministre dans le premier gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde. Maintenant qu'il y a une femme qui est première ministre, sûrement que la pondération sera encore plus élevée. Alors, peut-être, vous qui avez l'expérience du combat de femmes, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les femmes sont suffisamment représentées dans les postes de responsabilité en RDC? Oui, nous allons reconnaître qu'il y a beaucoup d'avancées. On ne peut pas parler en termes de suffisance parce que la Constitution, qui est la loi fondamentale, n'a pas encore été appliquée convenablement en termes de parité. Mais nous devons reconnaître qu'il y a beaucoup d'avancées. J'avais déjà parlé du point de vue cadre légal parce que le gouvernement fonctionne par rapport à un cadre. Au niveau maintenant de la présence des femmes dans les instances de prise de décision, il y a des avancées. Prenons le cas actuellement à l'Assemblée nationale, c'est 64 femmes sur les 477 en attendant que Aruchuru, Massissi, Yakoma et Massimanimba, nous allions aux élections. C'est déjà beaucoup d'avancées parce que si nous comptons après la période de transition, par exemple, il y avait 48 femmes, n'est-ce pas, à avoir 64 sur 477 députés, il y a des avancées. Au niveau provincial, c'est vrai qu'on a régressé d'1%, parce que l'année passée, enfin la législature passée, il y avait 70 femmes députées provinciales dans l'ensemble de la République. Aujourd'hui, nous en sommes à 67 sur les 688 députés dans son ensemble. Alors, par rapport au Sénat, vraiment, il est d'applaudir parce que pendant la transition, nous avions 3 femmes seulement sur 120 sénateurs. C'est même regrettable de parler en termes de pourcentage. Et lorsque moi j'étais au Sénat, la législature de 2006 à 2011, il y avait 5 femmes sur 118 sénateurs. Et aujourd'hui, nous avons 26 femmes sur 119 sénateurs. Et quand on parle globalement des femmes, il faut voir aussi dans les circonscriptions. Il y a quand même une particularité à reconnaître que les femmes deviennent de plus en plus compétitives. Parce que les postes de nomination, il y a la volonté politique en amont, en termes de cadre légal comme la loi électorale, mais il faut la compétitivité de la femme elle-même. Vous prenez le cas de la province de Tanganyika où il y a 4 sièges de sénateurs, il y a 3 femmes élues et un homme. Donc vous voyez que les femmes sont présentes. Les cas de ma circonscription électorale de Bassoko, sur les 2 sièges ont été raflés par les femmes. Donc à 100%, on a eu aussi dans le passé à Wamba, où il y avait 3 sièges, 2 femmes l'ont emporté et il y avait un homme. Donc c'est possible que les femmes qui sont compétitives puissent passer. Alors si nous revenons dans les institutions encore, et il y a 11% aujourd'hui de femmes qui sont DG, ce n'était pas le cas avant, on avait plus d'adjoints. Notamment à la télévision nationale. À la télévision nationale, c'est ce que j'allais dire. Je salue et je félicite Madame Sylvie Elengue. Ensemble, nous avions commencé ces combats de la femme dans le réseau Action Femmes. Aujourd'hui, je suis sûr que lors de la nomination de la première femme, première ministre en République démocratique du Congo, elle fait partie, donc Madame Sylvie Elengue fait partie des femmes qui ont jubilé. À la police nationale, nous comptons environ 10% des femmes qui sont à la police nationale et en plus elles sont dans les instances décisionnaires, elles sont des divisionnaires. Dans le FARDC, nous avons encore 2,5% de femmes, mais cela n'empêche que nous nous réjouissons d'avoir les femmes dans les postes de commandement. Elles sont généraux,
les femmes, on appelle généraux, n'est-ce pas, au pluriel, et elles sont dans les postes de commandement, ce n'est plus dans les postes d'exécution. Alors si je dois parler essentiellement sur la police et les FARDC, permettez-moi, nous avions eu beaucoup d'avancées parce qu'il y a eu des réformes sécuritaires qui ont accompagné, les lois qui ont accompagné ces réformes. En son temps, une femme de FARDC ou de la police nationale ne pouvait pas, par rapport à son droit civil, de contracter mariage avec un homme qui est dans le même corps, qui est moins séant, qui a un grade moins que lui. Avant le mariage, on procédait à ce qu'on appelle l'assimilation des grades. Une femme capitaine, par exemple, ne pouvait pas être épousée par un homme lieutenant. Avant le mariage, il fallait absolument procéder à l'assimilation des mariages, que le monsieur soit au grade de major pour que le mariage soit accepté. Mais tel n'est plus le cas. Nous avons aujourd'hui des mariages où les femmes ont des grades plus élevés. Et on a tenu compte aussi que les femmes avant, dans l'armée ou la police nationale, ne pouvaient pas exercer les fonctions dans les postes de commandement. Et maintenant, nous avons les femmes dans les postes de commandement. Vraiment, de ce côté-là, il y a des avancées. Nous avons aussi beaucoup de femmes à la diplomatie. Oui, vous prenez par exemple un pays nouveau où la vision du gouvernement, la vision du chef de l'État a commencé des relations diplomatiques comme les Émirats Arabes Unis. Et le chef de l'État, il a plu, le Qatar aussi, il a plu de désigner une femme aux Émirats Arabes Unis qui couvre toute cette partie-là. Donc comme pour dire que l'homme et la femme, nous avons toutes des compétences, des qualités, mais il est important qu'au niveau des institutions de la chose publique, que nous puissions avoir la parité homme-femme pour que le tableau affiche complet. C'est un peu comme nous donnons l'image, un oiseau pour avoir de l'envol, il lui faut battre les deux ailes. Avec un seul aile, mâle soit-il, donc du côté homme soit-il, ça ne peut pas réussir. Il faut que les deux ailes puissent donner la possibilité à l'oiseau Congo de s'envoler. Alors, je reviens, vous n'avez peut-être pas mentionné, mais on a pour la première fois aussi une femme gouverneur de la Banque centrale. Merci de l'avoir désigné. Gouverneur de la Banque centrale. Donc, les slides que nous avons indiqués tout à l'heure montrent qu'en 5 ans, le président Tshisekedi a augmenté le taux de participation de femmes de 18%, on est passé de 10 à 28%, et pas seulement, les différents gouvernements successifs n'avaient qu'en moyenne 10%. C'est l'exemple même de la masculinité positive, mais ce n'est pas seulement ça le point de ce soir, Monsieur le ministre de la Santé. Avec vous, nous avons voulu faire un focus sur tout ce qui est investi, parce que nous savons que c'est la femme qui donne la vie, mais c'est aussi elle qui s'occupe de enfants de manière générale. Je n'ai pas honte de le dire, moi je suis le fruit de ma mère. Qu'est-ce qui est fait de ce côté-là pour nous assurer que les femmes sont bien prises en charge au-delà du programme de la couverture santé universelle dans son volet gratuité de la maternité? Merci beaucoup, mais déjà il faut reconnaître que les efforts qui sont faits au niveau de l'amélioration de la parité, ces efforts-là doivent se concrétiser maintenant au niveau de l'amélioration de la condition de la femme tous les jours. Je prends un exemple dans nos coutumes où on voit par exemple que quand une mère prépare à manger, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réserve les meilleurs morceaux à l'homme. Et après, c'est seulement là qu'elle et les enfants peuvent manger. Cela entraîne derrière un problème de malnutrition qui malheureusement touche plus facilement les femmes que les hommes. Donc il y a des efforts à faire au niveau de notre façon de réglementer, de notre façon d'agir ensemble, notamment au niveau coutumier, au niveau de nos habitudes, pour que la femme soit réellement protégée. Et cela doit se faire dans les secteurs. Il faut que chaque secteur prenne à bras le corps cette masculinité positive et la transforme en action pour améliorer la condition de la femme. Alors, je pense que dans ce pays, notamment dans cette ville de Kinshasa, personne n'oublie que nos mamans étaient en prison parce qu'elles ont accouché. Les mamans restaient en prison avec leurs bébés parce qu'elles ont accouché. Comment est-ce qu'on peut parler d'une masculinité positive, mais on garde une maman en prison parce que tout simplement elle a accouché? Donc c'est parmi les choses que nous ne pouvons pas continuer à accepter. Je rappelle des chiffres qui sont quand même tristes pour nos mamans. C'est le nombre de nos mamans qui meurent tous les jours en donnant la vie. Nous avons à peu près 70 mamans qui meurent tous les jours
en donnant la vie. Cela veut dire que chaque heure qui passe, on a plus ou moins entre 3 et 4 mamans qui meurent. Donc on ne peut pas parler d'un côté des efforts qu'on fait sans nécessairement aller au niveau sectoriel et agir. Donc pour ce premier volet, le chef de l'État a décidé qu'on devait lever la barrière financière qui faisait que nos mamans restaient prisonnières dans les hôpitaux. Donc c'est ça qu'on a fait en rendant les soins de maternité gratuits. Mais cela nous donne une autre possibilité, c'est d'avoir des jeunes mamans sous contrôle pour leur donner l'éducation nécessaire, notamment pour le contrôle. Oui, mais parce qu'il semble que la gratuité de la maternité, c'est une manière d'encourager les femmes à faire des enfants, on parle de démographie et tout ça. Alors la question que je pose aux gens qui disent ça, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les mamans continuer à payer les soins? Non, ce n'est pas du tout une manière d'encourager. Non seulement qu'on n'encourage pas, mais au contraire, on voit que quand on le fait, on a plus facilement le contrôle parce que les mamans viennent, on peut maintenant les éduquer. Parce que quand on regarde les villes, effectivement, on peut se dire, oui, mais les mamans vont commencer à faire des enfants. Mais il faut imaginer dans notre arrière-pays où les mamans meurent parce qu'elles accouchent quasiment tous les ans. Et personne n'est là pour les aider à planifier leur propre vie et leur propre maternité. Donc c'est très important qu'on diminue les barrières qui font que les mamans sont exposées à tous ces risques. Et une des barrières, c'est la barrière financière. C'est pour cela que l'État a investi. On a parlé là de la première fois qu'on a des femmes au poste de général dans l'armée, mais c'est là aussi la première fois que le gouvernement met de l'argent pour que les mamans soient prises en charge de manière spécifique. Et je répète toujours le chiffre que tout le monde connaît, c'est des millions, notamment 42 millions de dollars. Et là, le président de la République vient d'instruire pour que, dans le budget qui est en cours, toutes les mamans de la RDC soient prises en charge lors de leurs accouchements et lors de leur grossesse. Nous sommes en train de travailler aussi pour diminuer notamment certaines choses auxquelles peut-être on ne pense pas toujours, c'est le cancer du col de l'utérus, qui touche énormément de nos jeunes filles, qui touche énormément de nos mamans. Et donc pour prévenir ces cancers, nous intégrons aussi le paquet de la détection précoce de ces cancers et aussi de la vaccination pour éviter ce cancer. Donc tout cela va faire que ce qu'on appelle nous le capital humain, c'est-à-dire l'éducation plus la santé, puisse bénéficier à nos mamans. Et donc c'est un projet majeur du chef de l'État et je crois qu'on a déjà des résultats pour montrer que ce que le chef de l'État dit, il le fait. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une autre championne, cette fois-là, je ne sais pas si on dirait ça des femmes, mais il y a une autre championne sur les questions de femmes en tout cas, qui l'a démontré la semaine dernière. Je voudrais ici parler de la distinguée première dame, qui a lancé récemment la campagne « Nous sommes égaux » au terme justement du forum de haut niveau des femmes leaders sur la promotion des droits de la femme et de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en RDC. Nous étions tous présents. Je voudrais qu'on puisse revenir sur un extrait de son discours parce que nous avons aussi été très marqués par son engagement et des résolutions qui sont ressorties de ces forums de haut niveau. Chères femmes leaders, au nom de toutes les femmes, les jeunes filles de notre pays et en mon nom propre, aujourd'hui marque une étape essentielle sur la voie de l'égalité entre les sexes en Afrique. Notre engagement collectif a initié la transformation et favorisé la responsabilisation dans la lutte contre la mortalité maternelle signifie que nous sommes prêts à changer profondément la façon dont nous travaillons. Au nom de l'OPDAD, j'ai l'honneur de lancer en République démocratique du Congo la campagne « Nous sommes égaux ». Nous aimerions de prime abord adresser nos remerciements les plus chaleureux à l'endroit de la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. De tout cœur, nous vous disons merci de faire de la femme, de la fille congolaise une priorité dans votre agenda. Ensemble, disons non au décès maternel et néonatal évitable. Ensemble, disons trop, c'est trop. Sur ces belles images de la très distinguée première dame que nous allons bientôt ouvrir la séance de questions
et de réponse. Mais Madame la ministre d'État, vous aviez un petit commentaire avant que nous puissions ouvrir les balles avec les amis de la presse qui sont avec nous ce soir. Oui, le petit commentaire, c'était d'abord pour féliciter l'action du gouvernement dans son ensemble et particulièrement mon collègue de la santé. Évidemment, nous travaillons sous la vision du chef de l'État sur le cas de mortalité maternelle pendant l'accouchement, pour plusieurs causes, notamment après l'éclampsie ou alors le manque de gestes importants. 70 femmes qui meurent par semaine, par jour, vous l'avez dit. Essayez de comparer ça avec un crash d'avion où chaque jour, il y a 70 personnes qui tombent. Vous voyez un peu la gravité. C'est alors qu'il est très important, c'est alors qu'il faudrait que nous tous nous soutenions justement cette couverture santé universelle pour que nous puissions diminuer ou alors éradiquer carrément la mortalité maternelle pour des cas aussi, quand une femme donne la vie, elle ne peut pas mourir pour donner la vie. Et je crois que cette vision du chef de l'État nous permettra d'ici 2030 d'atteindre les objectifs de développement durable. Nous l'avons déjà boosté, l'objectif sur l'accès aux soins de santé, sur l'autonomisation de la femme et aussi la gratuité de l'éducation qui a permis maintenant à la jeune fille de rentrer à l'école. Il y avait une déscolarisation compte tenu des manques de moyens où dans nos familles, on faisait les choix. Qui est-ce qu'on va scolariser? On prend les garçons, la fille, on lui dit elle va s'occuper des travaux ménagers. Mais maintenant, grâce à ces programmes de la gratuité, les filles, toutes les filles rentrent à l'école. Nous avons quelques statistiques derrière vous qui donnent les indications où nous étions en 2020 et où nous sommes en 2023 en termes de participation des filles aux épreuves des examens d'État. Voilà. Je crois qu'en accord avec la technique, les tableaux pourront être vus à la télé à la maison pour voir les progrès qui ont été faits sur la question de l'éducation des jeunes femmes. Oui, c'est ça aussi, je voudrais saluer le programme Excellencia de la Première Dame. Ça permet aussi aux jeunes filles qui excellent. Vous allez voir une fille qui a obtenu son diplôme d'État avec une grande distinction qui est lauréate, mais après, il y a des problèmes dans la famille pour la scolariser, pour faire l'université. Mais avec le programme Excellencia, nous sommes parvenus à avoir aujourd'hui nos filles qui font des spécialisations, parfois même en dehors. Nous aurons l'occasion de revenir dessus parce que vous-même vous occupez de programmes d'adaptation, de mitigation. Exactement. On verra le rôle de la femme dans la protection du climat. On va commencer notre série des questions avec M. Liévin Luzolo. M. Jesper Labunda se prépare pour la question qui suivra. La première, c'est avec le ministre de la Santé. Alors, monsieur le ministre, quelle est votre réaction face à cette frange de la population qui estime que les hôpitaux ici à Kinshasa, où est pratiquée la gratuité de la maternité, les services n'est pas de bonne qualité et que votre ministère n'y communique presque pas? Alors, je crois, dernièrement, vous nous avez aussi, ça c'est la deuxième question, vous nous avez parlé aussi des matériels qui devraient être importés, pourtant soit peu aider ces hôpitaux qui devraient pratiquer la gratuité de la maternité. Où en sommes-nous maintenant?
À la Ministère de l'Environnement, félicitations pour vos efforts qui continuent d'aboutir et qui donnent des fruits. Ma question est celle-ci. Dans votre secteur de l'environnement, comment êtes-vous arrivé, ou si vous l'avez fait effectivement, à autonomiser la femme congolaise dans votre secteur de l'environnement? Une question d'actualité à notre patron de médias, si vous l'autorisez. Monsieur le ministre, quelle est la lecture du gouvernement par rapport à cette adhésion massive des anciens cadres du parti présidentiel, de l'ancien parti présidentiel à la guerre d'agression rwandaise de la partie Est de la RDC? Merci. Adhésion massive, il faut relativiser, j'y répondrai d'ici la fin, le temps qu'on évolue dans les sujets du jour. On va commencer par Madame la ministre d'État, justement. Comment réagissez-vous à la question posée par M. Divin-Luzolo sur l'autonomisation des femmes? Oui, merci. L'autonomisation des femmes par rapport à l'environnement. Il faut d'abord souligner que l'environnement, c'est un méga secteur. L'environnement, gestion durable des forêts, l'environnement, assainissement, l'environnement, protection des eaux, l'environnement, protection de la biodiversité. Et l'homme et la femme sont au centre des préoccupations. Comme vous savez, lorsqu'on parle des forêts, par exemple, la majorité de la population qui est constituée de femmes vit aussi à l'intérieur du pays. Les femmes sont sensibilisées pour la protection de nos forêts, la gestion durable de nos forêts. Mais les femmes sont accusées de détruire la forêt parce qu'elles utilisent les bois comme énergie. Elles ne détruisent pas, c'est leur survie, c'est la vie. Tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de donner ce qu'on appelle l'alternative à ces femmes-là. Nous avons des programmes de forêts communautaires, nous avons des programmes de l'énergie propre, par exemple, nous avons des programmes de réduction de la destruction des forêts en utilisant le bois comme énergie avec les briquettes pour l'utiliser, les foyers améliorés, c'est le programme que j'allais dire. Par rapport à l'assainissement, par rapport aux eaux, nous gérons aussi les femmes, nous leur expliquons comment rendre l'eau propre parce que les maladies hydriques sont les maladies les plus mortelles dans l'humanité, comme les maladies qui viennent des laits. Alors, nous essayons de sensibiliser, de responsabiliser les femmes. La femme constitue l'élément principal de protection de l'environnement et non la femme considérée comme étant destructrice de l'environnement. Il y a toute une panoplie, même en ce qui concerne la gestion des déchets. Nous nous lançons dans les triages, dans la séparation des déchets, dans l'éducation de la propriété de le foyer, de nos ménages avant de sortir à l'extérieur. Encore que ce n'est pas la responsabilité seule de la femme, c'est notre responsabilité au niveau du gouvernement pour donner l'encadrement, l'éducation, la sensibilisation de la femme et surtout en ce qui concerne la gestion des déchets, c'est la politique de collecte et de l'évacuation et de gestion des déchets. Donc il y en a plusieurs, on pourrait peut-être avoir l'occasion d'avoir toute une émission pour parler de cette question parce que c'est gigantesque. Voilà, merci. Monsieur le ministre de la Santé, pour les questions qui vous concernent. Merci beaucoup. Alors, deux questions. La première sur la qualité des soins, la deuxième sur les équipements. Alors, pour la qualité des soins, je rappelle d'abord que ce que nous avons fait avant de lancer la gratuité des accouchements, avant de lancer toute la couverture santé universelle, c'est faire l'étude des lieux, pour voir quelle est la situation réelle. On sait que la qualité des soins était déjà mauvaise de manière générale. De manière générale, parce que la qualité des soins, il faut y mettre le contenu. La qualité des soins, c'est la qualité du prestataire, c'est la qualité du diagnostic, c'est-à-dire est-ce qu'il y a les équipements pour diagnostiquer, c'est la qualité des médicaments, parce qu'à la fin, il faut donner les médicaments. Donc, ce sont ces trois choses-là qui constituent la qualité de soins. Maintenant, quand on regarde ces trois éléments, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de lacunes. Et ces lacunes-là, nous sommes en train de les adresser. Ce qu'on a fait d'abord dans un premier temps, c'est qu'on s'est rendu compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans nos hôpitaux, les femmes étaient en prison. Avec cette qualité-là, parce que cette qualité n'était pas meilleure ou n'était pas dégradée. Elle était déjà difficile. Et donc, mais malgré ça, les mamans vont quand même accoucher dans nos centres. Je vais vous donner un chiffre qui va vous interpeller. Nous avons, avec le Nigeria, le même taux de mortalité de la mère et de l'enfant. Sauf que quand on regarde le Nigeria, on voit que les mamans meurent
parce que souvent, elles accouchent à domicile. C'est culturel. Dans les milieux ruraux, elles restent à domicile. Et quand on regarde la RDC, nos mamans vont presque à 80% dans les centres de santé. Et elles mourraient. Elles mourraient dans ces centres de santé. Ça veut dire que c'est un problème de qualité. Donc on le sait ça à l'avance. Sauf qu'on ne résout pas tous les problèmes d'un coup. On dit on lève d'abord la barrière financière pour que les mamans viennent d'abord sans avoir peur de venir. Parce que le fait de ne pas venir fait qu'on augmente encore les chiffres des mamans qui meurent. Donc on lève la barrière financière. Ensuite on améliore la qualité en sachant qu'on parle de 3 éléments essentiels. On parle de la qualité du prestataire, c'est-à-dire le médecin, l'infirmier. On parle de la qualité des équipements et on parle de médicaments. Je répète tout le temps, vous me l'entendez souvent dire, nos médicaments, la plupart sont de mauvaise qualité. Mais sont de mauvaise qualité depuis longtemps. Je rappelle que notre programme de la gratuité est en marche depuis 6 mois, parce que les gens peuvent penser que c'est depuis très longtemps, que ça ne marche pas, mais c'est depuis 6 mois. Et depuis 6 mois, nous avons 13 000 mamans par mois que nous soignons déjà. Ce qui fait à peu près 60% des mamans que nous sommes déjà en train de prendre en charge. Il y a encore 40%. Et nous sommes en train de monter en puissance. Ce n'est pas un programme qui peut se mettre en route de manière parfaite d'un coup. Donc ça doit monter en puissance. Alors pour les équipements qui font partie de la qualité, eh ben, j'avais dit et je répète encore, on a reçu pour plus de 2000 maternités. Sauf que quand vous avez de ces équipements-là, il faut les amener. Je vais vous donner l'exemple par exemple de Kenge, enfin de Congo, de Grand Bandundu, où les équipements sont en route depuis 2 mois à cause des situations de transport. Donc c'est vrai que ça c'est des choses qui ralentissent les équipements et effectivement pour quelqu'un qui dit mais oui vous parlez mais moi je n'ai pas de couveuse. Oui mais il faut 2 mois pour que ça arrive. Et donc nous avons, le président de la République a acheté, c'est pas qu'on va acheter, c'est déjà acheté. Nous sommes en train de déployer dans nos maternités plus de 2000 kits qui comprennent des lits d'accouchement, qui comprennent des lits d'hospitalisation, qui comprennent de banques de sang, qui comprennent beaucoup de choses. Mais on est en train de les déployer. Je rappelle encore que ça fait 6 mois pour que les gens n'aient pas l'impression que ça traîne depuis 2 ans. Parce que parfois les gens se disent mais non, mais ça ne marche pas. Alors, je reviens quand même sur la qualité pour dire, là on vient de recevoir des équipements de centres de simulation pour amener les infirmières, les sages-femmes à pratiquer sur les mannequins, à pratiquer dans un centre, mais très rapidement. C'est des formations de 2 ou 3 jours, mais qui permettent aux gens de monter rapidement en qualité. Et ça, c'est pour améliorer cette qualité. Et donc, il y a plusieurs choses que nous sommes en train de faire. Bien sûr, tout ne se voit pas d'un coup, mais ce sont toutes ces choses que nous sommes en train de faire pour qu'à terme, nous puissions diminuer cette mortalité. Ce qu'on a fait avec la couverture, c'est qu'on a mis une loupe. Maintenant, on voit ce qui se passe. Avant, on ne voyait pas. Ces mamans ne venaient pas. On ne savait pas ce qui se passait. Ils mouraient sans qu'on sache. Et maintenant, on a l'impression qu'ils viennent et ils meurent. Mais ils mouraient. Ces bébés-là mouraient, les prématurés. Quand il n'y a pas de couveuse, il n'y a pas de couveuse. La maman n'avait pas de couveuse à la maison. Sauf que maintenant, on dit venez. Qu'au moins là, on puisse les prendre en charge et on améliore progressivement la situation. Mais, monsieur le ministre, je me souviens que dans une de nos discussions, vous aviez dit que c'est à Kinshasa qui a le plus fort taux de mortalité. Mais qu'est-ce qui justifie cela? Et pourtant, à Kinshasa, on est censé être près des hôpitaux, avoir le matériel qu'il faut. 2 choses importantes. La première, c'est les centres de santé. Et d'ailleurs, ici, j'en profite pour dire aux centres de santé, ne retenez pas des femmes que vous ne pouvez pas soigner. Parce que quand vous n'avez pas le plateau technique pour faire une césarienne, ne gardez pas une femme enceinte qui a une grossesse à risque jusqu'à ce qu'elle soit en danger. Parce que là, quand vous allez la transférer enfin, ben, elle va arriver trop tard. Or, c'est le premier problème que nous avons remarqué. J'ai dit qu'on a mis une loupe. Les cliniques universitaires m'ont fait un rapport très intéressant. Le taux de mortalité était très bas aux cliniques universitaires. Mais il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui venaient naître là-bas. Maintenant, le taux de mortalité est très élevé. Pas la faute des cliniques universitaires. La faute du fait que maintenant, on leur transfère des mamans qu'on a gardées trop longtemps. Mais comme on sait que maintenant, elles peuvent aller à l'hôpital, on envoie, mais on envoie trop tard. Mais là, ça montre qu'on envoie quand même. Mais avant, on n'envoyait pas. Avant, cette maman mourait. Et ça, c'est le premier phénomène, c'est-à-dire les centres de santé qui n'ont pas le niveau, mais qui gardent les patients. Le deuxième phénomène, c'est l'agglomération de Kinshasa, où beaucoup de personnes s'agglutinent autour, dans des endroits où il n'y a même pas un centre de santé. Ce
qui fait qu'avec le nombre d'habitants de Kinshasa, Kinshasa devient le numéro 1 en mortalité du fait de l'agglomération. Pourquoi il n'y a pas assez des sages-femmes non plus dans nos quartiers? Alors les sages-femmes, ça c'est un très bon point que vous soulevez. Je vous donne encore un chiffre pour que vous soyez édifiés. C'est que au niveau du ministère de la Santé, on a plus de 250 000 agents. Mais on a moins de 1% de sages-femmes. Alors quand vous trouvez une moins situation... de 2500. Moins de 2500. Quand vous trouvez une situation comme ça, vous ne pouvez pas la régler en 6 mois. Il faut maintenant, nous avons fait plusieurs choses. Premièrement, moi j'ai demandé et j'ai accepté qu'on crée l'ordre national des sages-femmes. Et deuxièmement, il faut maintenant qu'on les forme le plus possible. Là, nous sommes en train, par exemple, de former les médecins conseils. Les gens ne savaient pas, dans ce pays, il n'y avait pas de médecin conseil. Le médecin conseil, c'est celui qui est l'intermédiaire entre le malade, enfin le système, et l'hôpital. Quand nous sommes arrivés, il y avait 0 médecin conseil. Nous sommes maintenant là, à 68 depuis hier, parce que hier, on a sorti une nouvelle génération. On avait déjà fait 30, maintenant on a fait 38. Donc on est en train de remonter le facteur de la qualité qui est la ressource humaine. Parce que sans ça, derrière ça, il y a les médicaments. Les médicaments de mauvaise qualité, et vous savez que maintenant, avec la gratuité, nous essayons maintenant d'acheter les médicaments et de disponibiliser. Pourquoi? Parce que les médicaments qui circulent sont souvent de très mauvaise qualité. Mais les mamans, les bébés consomment ça. Et là, on ne peut pas améliorer la qualité tant qu'on a de mauvais médicaments qui circulent. C'est pour ça que tout cela se tient. Et je pense qu'on a fait 6 mois, on est en train de faire la revue de tous les problèmes. Je pense que maintenant, on va commencer à voir l'impact sur la mortalité. Voilà, merci Monsieur le Ministre pour ces réponses détaillées. On va prendre rapidement la question de Jasper Labunda. Faites une économie. Votre question, j'y répondrai. J'y répondrai, mais à la fin. Merci beaucoup pour la parole. J'espère Labunda topactu.cd. La toute première question, c'est au ministre de la Santé publique. J'espère que vous n'en aurez pas beaucoup, s'il vous plaît. Mais je tente de m'économiser un tout petit peu. Monsieur le ministre, la ville-province de Kinshasa est envahie de toutes parts des déchets de tout genre, y compris ceux produits par votre secteur. Question. Quelles mesures sont prises pour améliorer la gestion des déchets médicaux et domestiques? Comment votre ministère encourage-t-il le tri, la collecte et l'élimination sûre des déchets? Mais je suis désolé, mais nous ne sommes pas dans ces sujets-là. Effectivement. Nous parlons des femmes, de la masculinité positive. C'est peut-être sur ça qu'il faut qu'on focalise. Bon, allez-y quand même, parce qu'on a la ministre de l'Environnement qui est là aussi. Et peut-être qu'à l'occasion, elles pourront dire un mot, mais c'est pas ça. C'est pas la santé, c'est l'environnement. Mais bon, vous êtes alors, j'adresse ma question à la ministre d'État en charge de l'environnement. Madame la ministre, vous êtes connectée, j'espère bien, sur la toile. Quel message adressez-vous? Parce que vous venez tantôt ici de reconnaître les efforts déployés par le chef de l'État pour la promotion de la masculinité positive. Quel message adressez-vous à la frange importante des femmes et des filles congolaises de TikTok et Facebook dans l'usage du numérique consacré plus à l'exposition des parties intimes et aux futilités de tout genre? Merci. Merci beaucoup. Sur cette question, ce sont les hommes et les femmes qui, de manière, je ne sais comment l'exprimer, abusent de la nouvelle technologie de l'information et des communications des réseaux sociaux. Si les jeunes filles exposent leur corps, il y a aussi des hommes qui utilisent les réseaux sociaux pour les règlements des comptes, des insultes, de la dépravation de mœurs de tout genre. Je pense que votre question tombe à point nommé pour que et les hommes et les femmes, notamment la tranche de la jeunesse, puissent utiliser à bon escient les réseaux sociaux. Donc ne poussez pas les gouvernements, par exemple, à diminuer les bandes passantes de la visibilité des images pour qu'après on va dire il y a la liberté qui est mise à mal. Parce que dans d'autres pays, les TikTok sont interdits. Dans d'autres pays, même WhatsApp, les photos, les images ne passent pas. Dans d'autres pays, on n'a pas assez d'autres réseaux sociaux comme on les cite. Mais ici, il ne faut pas que nous utilisons cette liberté qui se transforme en libertinage. Parce qu'on en a parlé aussi au gouvernement
il y a des dispositions qui sont prises à ces sujets, ça pose problème. Les jeunes filles sont en train de me suivre. S'il n'y a pas de consommateurs, elles ne vont pas publier. Parce que et les hommes et les femmes ont créé un métier des influenceurs. C'est ce que nous n'acceptons pas. Voilà, de toute façon, sur ces sujets, il y a la loi du numérique qui permet aux personnes qui se sentent lésées par des publications sur les réseaux sociaux de saisir les cours et tribunaux. Peut-être qu'à la fin, Madame Lamineta fera un petit commentaire sur la question, la problématique de la salubrité. On va avancer dans les questions avec Madame Joséphine Mawete, puis ce sera Madame Élisée Odia. Merci. Madame la ministre, ma première préoccupation est sur l'équité. De plus en plus, les femmes parlent de l'équité au lieu de l'égalité, parce que l'équité, au fait, essaie de mettre les femmes comme les hommes au même point d'égalité, tout en permettant à ce que toutes les couches aient les mêmes chances. Est-ce que pensez-vous qu'il est temps qu'en RDC, qu'on puisse parler d'équité, parce que les faibles chances au fait de la participation des femmes restent quand même assez élevées? En décembre dernier, par exemple, on a eu un taux faible de participation des femmes aux élections. Il y a eu une loi, l'article 13, qui a favorisé au fait les partis politiques à donner les listes avec 50% des femmes qui ont été exonérées, mais malheureusement, les partis n'ont pas respecté la loi parce qu'il n'y a pas eu de mesures contraignantes qui avaient au fait poussé que cette loi puisse être au fait respectée. Pensez-vous qu'on peut aujourd'hui dépasser cette ligne de parler d'égalité et parler d'équité, et qu'est-ce qui peut être fait pour que pendant cette année qu'on puisse amener des mesures contraignantes face à cette loi? La deuxième préoccupation adressée au ministre de la Santé, certes il y a la gratuité de la maternité, mais de plus en plus il y a des morts. Vous avez parlé des réalités qui existent, mais est-ce que vous avez mis en place des mesures pour évaluer cette gratuité qui ne cesse de causer des morts dans les hôpitaux ici à Kinshasa? Voilà, un petit commentaire. La loi, j'ai été parmi les co-rédacteurs lorsque nous avions engagé des réformes électorales avec les G13. Malheureusement, Madame la ministre d'État, vous fustigiez les partis politiques tout à l'heure. Est-ce que c'est la faute aux partis qui n'ont pas aligné des femmes dans les listes, ou est-ce que c'est la faute aux femmes qui n'ont pas exprimé des ambitions pour être dans les listes? La responsabilité est partagée sur cette question-là entre les femmes et les partis politiques. Je voudrais commencer dans la logique de votre question. L'équité, la RDC est au-delà de l'équité. Nous sommes dans la parité. L'égalité dont on parle, c'est l'égalité des droits. Il ne s'agit pas de l'égalité homme-femme, l'égalité physiologique ou l'égalité biologique. Il s'agit de l'égalité des droits. Les droits des femmes sont les droits humains. Vous soyez homme, avec petit h, vous soyez femme, les droits sont égaux. L'équité, il s'agit de la proportionnalité, il s'agit de ce que nous disons la discrimination positive. Par exemple, sur la participation, s'agissant par exemple des nominations ou des désignations, même l'envoi en mission. Il y a une mission où on doit réserver 3 places pour les agents, où il y a 3 sièges. L'équité, c'est qu'on tienne compte des compétences des hommes et des femmes sur la même égalité des droits, mais par rapport à la discrimination positive, l'équité, c'est qu'on y met 2 hommes et 2 femmes et 1 homme pour élever les niveaux de la participation des femmes. Mais en ce qui concerne l'équité, en termes de participation, la RDC est au-delà de l'équité. Par rapport aux élections, la responsabilité est partagée. Les partis politiques devaient mettre en place des mesures incitatives qui incitent les femmes à participer. Par exemple, avoir les répertoires des banques de données, des bases de données des femmes dans leurs partis politiques. La loi a mis en place ce qu'on appelle des mesures incitatives, pas des mesures contraignantes. C'était des mesures positives pour dire le parti qui aura apporté une liste paritaire homme-femme, autant nombre d'hommes et de femmes, et ces partis-là ne va pas payer la caution électorale. C'était une bonne opportunité où les partis pouvaient en profiter pour aller chercher les femmes. Parce que quand il y a des manifestations, les femmes sont là, les femmes ne manquent pas. De l'autre côté, les femmes devaient être aussi compétitives. Parce qu'on est là en matière électorale. On ne peut pas obliger
la population lui dit votez autant d'hommes, autant de femmes. Là, ça ne serait plus la liberté. Il y aura plus de démocratie. Mais il faut que les femmes se présentent. C'est pourquoi j'ai dit la responsabilité est partagée. Pourquoi j'ai dit partagée? La responsabilité des partis politiques est engagée. Parce que vous savez, il y a des femmes qui regorgent des compétences. Mais certaines femmes sont comme un peu des véhicules qui ne démarrent que lorsqu'on pousse. Vous allez vous décourager, vous dites ces véhicules ne démarrent pas. Mais si vous poussez, ça démarre. Et puis, au fil du temps, la batterie se charge. La plupart des femmes, moi j'ai l'expérience comme chef adjoint des partis politiques, je suis allé recruter les femmes pour les mettre dans les comités exécutifs. Aujourd'hui, ce sont des femmes brillantes. Mais si je n'étais pas parti les chercher, on n'allait pas connaître ces compétences des femmes. J'ai fait la même chose pour les cabinets. Je suis allé recruter les femmes parce que mon secteur, c'est quand même un secteur technique du ministère de l'Environnement. Je suis allé les chercher, les recruter. Mais quand elles travaillent, elles sont toutes compétentes. En tout cas, dans la plupart des cas, les femmes sont compétentes. Voilà, votre question est importante. Quelles sont les stratégies que nous allons mettre? Nous sommes déjà avancés en termes de stratégie. Les stratégies, c'est vous aussi, les médias. Vous allez devoir nous aider avec les images positives des femmes. Aujourd'hui, nous avons pour la première fois une femme première ministre. On commence à aller dans des détails subjectifs du genre, elle n'est pas congolaise, elle est la fille de qui, on ne la connaît pas, elle a quelle compétence? Madame est compétente. Madame a un parcours élogieux. Je parle ici de Madame la Première ministre. Elle a un parcours élogieux. Toutes les femmes ne sont pas devant les médias. Mon cas est différent des autres femmes. Elles ne sont pas devant les médias, mais elles sont compétentes. Comme par exemple la gouverneure de la Banque centrale. Elle n'est pas devant le média, mais c'est une femme compétente. Donc c'est le rôle des politiques d'aller procéder au recrutement des femmes. C'est aussi de la responsabilité des femmes d'être présentes, de se rendre visibles. En parti politique, il faut la visibilité, il faut que vous soyez aussi audible, qu'on vous entende, qu'on vous envoie, qu'on vous voie pour qu'on puisse vous recruter. Les partis politiques doivent agir comme des coachs. Nous avons beaucoup de jeunes gens qui ont des talents ici, mais vous voyez, des coachs, des entraîneurs circulent le monde entier, vont même dans des quartiers pour aller voir les jeunes gens qui jouent à la balle dans des terrains qui ne sont peut-être pas appropriés, mais on décèle les talents, on prend et on parfait ces talents. Voilà ce que je peux répondre. Voilà, monsieur le ministre, rapidement, parce que vous aviez déjà répondu à la question. Oui, très rapidement pour dire d'abord que dans votre phrase, dans votre question, il y a une phrase que je ne sais pas si vous vous êtes approprié cette phrase ou vous l'avez sortie comme ça en disant la gratuité qui augmente la mortalité. Parce que dans certains hôpitaux, le personnel c'est que les moyens ne suivent pas. Okay, et cela au fait diminue l'efficacité des personnels de santé. Ok, alors c'est pour ça que je dis que je voulais bien préciser parce que j'ai vu circuler sur les réseaux que la gratuité augmenterait la mortalité. Une question simple, et ça, je rejoins un peu mon collègue Mineta pour dire que les journalistes doivent faire un peu plus d'investigation. Parce que vous avez comparé les provinces où il n'y a pas la gratuité versus là où il y a la gratuité pour voir si dans ces provinces-là on meurt moins, là où il n'y a pas la gratuité. Donc il faut quand même un peu regarder cela. Mais je vous donne un exemple précis. Un hôpital qui produit 4 000 $ par jour, tous services confondus. 4 000 $ par jour. En 30 jours, il a produit 120 000 $. À cet hôpital, on dit, vos 120 000 $, on n'y touche pas, on vous rajoute 80 000 $. Mais avant, vous faisiez déjà la maternité. Et malgré ça, vous produisiez 4 000 $. Mais on vous dit, on vous rajoute. Expliquez-moi, par quelle magie cet hôpital va fonctionner beaucoup moins alors qu'on lui a rajouté de l'argent. Parce que la gratuité ne retire rien. On retire aucun sou à l'hôpital. On ne retire pas un fonctionnement à l'hôpital. On vous ramène l'argent en disant, pour les mamans qui accouchent là, ne les faites pas payer. Nous, on paye pour elles. Donc on vous donne un manque à gagner parce que les mamans étaient en prison. Donc expliquez-moi par quel mécanisme cet ajout vient diminuer la qualité. Si on me dit, oui mais maintenant les mamans viennent, alors posez-vous la question, ces mamans qui viennent, avant elles étaient où? Avant elles étaient où? Donc ces bébés mouraient, ces mamans mouraient. C'est pour ça que je vous ai dit au début, là c'est parce qu'on a mis une loupe. On est allé maintenant montrer ce qui se passe. Mais très concrètement, dans les pays où on a mis
la gratuité, comme dans beaucoup d'autres pays, eh bien, on voit s'améliorer. Chez nous, ça va s'améliorer aussi parce que j'ai dit, ce n'est pas seulement l'argent. Il faut qu'on améliore la qualité, qu'on améliore les équipements, qu'on améliore tout ça. Et donc, ça vient progressivement. Et rassurez-vous, le personnel est considéré parce que ce qu'on fait, c'est d'améliorer aussi bien les conditions de la maman que les conditions du personnel. C'est ça qu'on fait. Voilà, on va prendre la question de Madame Élisée Odia. Je souhaiterais que nous puissions être brefs pour nous permettre d'en prendre les maximums. Je vais demander à M. Pichou Moulumba d'avancer, M. Félix Matuidi. Allez-y, Madame Élisée Odia. Merci, Monsieur le Ministre. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur le Ministre. Comme la RTNC, j'ai eu également affaire à un baladeur, mais contrairement à la RDC, le résultat par rapport à la nomination d'une femme première ministre ne fait pas l'unanimité. Vous avez tout à l'heure parlé des considérations que vous tentez de balayer d'un revers de la main. Est-ce à dire que la femme doit être traitée différemment d'un homme, d'autant plus qu'on a nommé la compétence, on n'a pas nommé juste le sexe? Est-ce que vous demandez par exemple aux médias de traiter différemment la première ministre que si il était un homme? Aussi, vous avez parlé de la consécration d'un combat. Est-ce à dire que c'est la fin de ce combat de la femme? Juste pour ajouter, c'est quoi la prochaine étape après que cette femme soit devenue actuellement Premier ministre? Et par rapport au ministre de la Santé, promouvoir la gratuité de la maternité, c'est mettre à mal la planification familiale, selon certains. Enfin, rapidement, peut-être pour le porte-parole du gouvernement, partagez-vous l'avis du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui pointe du doigt l'ancien président de la République comme étant celui qui finance l'AFC ou le M23? Merci, je répondrai à ces questions à la fin. Alors, peut-être, ministre de la Santé, rapidement. Oui, très rapidement. Promouvoir la gratuité, on ne promet pas la gratuité. On ne promet pas la gratuité, on instaure la gratuité. Si vous vouliez dire promouvoir la natalité, ce n'est pas ça, j'ai répondu à ça. On ne promeut pas la natalité. On dit qu'on évite les conséquences négatives du fait que ces mamans ne sont pas prises en charge. Et donc, on ne promet rien du tout. Et au contraire, la planification familiale est incluse dans le paquet de soins. Si vous avez vu les images qu'on a passées avec la première dame, vous avez vu peut-être qu'il y avait l'Agence des Nations Unies pour la planification familiale. Et cette agence-là soutient la gratuité des accouchements. Alors si eux soutiennent la gratuité, ça veut dire quand même qu'ils voient bien l'intérêt. Comment voulez-vous éduquer une maman qui accouche si vous ne l'avez pas sous la main? Comment voulez-vous? Elle ne vient pas. Comment vous allez lui donner le moyen de savoir qu'il faut espacer les grossesses pour bien s'occuper de l'enfant qui vient de naître? Mais il faut l'avoir sous la main. Si elle n'a pas d'argent et qu'elle ne vient pas, vous ne la verrez pas. Vous n'allez pas faire votre planification familiale. Donc c'est aussi simple que ça. La gratuité résout le problème. Et on n'est pas le premier sur la planète, hein, parce que peut-être les gens peuvent penser qu'on commence quelque chose de nouveau. J'ai dit ici, à ce plateau, j'ai dit que le Kenya a inscrit ça dans la Constitution. Et donc ce n'est pas nouveau, sauf que c'est au début, et il y a beaucoup de spéculations qui vont dans tous les sens, mais progressivement, les gens vont se rendre compte que c'est une réforme majeure pour aider la femme, justement. Monsieur le ministre, peut-être que lorsque vous reprendrez la parole, il faudra nous dire ce que vous faites pour les femmes pour d'autres maladies, parce que ce n'est pas seulement la planification familiale ou la gratuité la gratuité de la maternité dont vous vous occupez. Madame la ministre d'État. Oui, merci beaucoup. Nous ne demandons pas que l'on puisse traiter différemment les femmes dans les médias, mais par contre nous demandons que les traitements de l'information, qu'on y mette une bonne dose de l'éthique, aussi de la déontologie dans le travail. Parce que, vous savez, l'image qu'on présente de la femme, les médias constituent le 4e pouvoir. Les médias influencent certaines prises de position. Et aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, lorsque vous lancez directement, pendant que nous nous réjouissons de pour la première fois, nous avons gagné notre combat pour avoir une femme qui dirige le gouvernement, et on commence par des questions du genre, elle n'est pas congolaise. On va par des questions du genre, est-ce qu'elle sera en mesure de...
Ça, c'est ce que nous demandons, qu'on puisse changer l'approche. Et la prochaine étape, vous savez pourquoi nous le disons ça? C'est pour créer des émules. On a longtemps présenté la femme congolaise comme étant l'image de la pauvreté, donc les stéréotypes, les discriminations. L'image de la femme congolaise, c'est l'image des viols. On ne montre pas qu'il y a des compétences des femmes congolaises. C'est une femme compétente qui mérite qu'on puisse ouvrir ses compétences, aller dans son cursus, présenter ce qu'elle est réellement, au lieu d'aller dans les mensonges. Ça va créer des émules auprès de jeunes filles qui vont dire « Je veux être comme Madame Soumino. Je veux être comme Madame Kabedi, je veux être comme Madame Bazaïba. » Si vous présentez ça négativement, ça ne sera pas possible, même l'opinion. Alors, concernant la prochaine étape, c'est le contenu de la présence des femmes dans les instances de prise de décision. Et nous pensons que nous, les femmes et les hommes, évidemment, nous allons la soutenir. Nous la soutenons déjà pour montrer la bonne gouvernance. Parce que j'ai souvent dit, une femme en politique, la politique la change. Parce qu'elle baigne dans les systèmes. Mais plusieurs femmes en politique, elles changent la politique pour l'intérêt général. La femme a plus la vision sur des questions qui concernent l'intérêt général, même s'il y a des exceptions parfois qui vont en dehors de la ligne que nous attendons, mais en ce qui concerne la femme, la règle, c'est l'intérêt général. Mais ici, je peux me permettre un petit commentaire à ce sujet. Nous savons tous mondialement que les femmes sont dans un combat. Souvenez-vous, nous étions avec vous d'ailleurs à Pennsylvanie pour la Convention des démocrates, lorsque pour la première fois, les démocrates ont aligné une femme candidate présidente de la République. Hillary Clinton qui n'a pas pu briser les chapeaux de verre. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique et lorsque vous regardez en France, aux États-Unis, il y a toujours une attention particulière qui est accordée à la femme. Non pas parce que c'est une femme, mais parce qu'il y a une justice qui doit être faite sur la perception et sur le fait que les femmes ont temps exclu. Et donc la masculinité positive, le he for she dont on parle, c'est des hommes qui se tiennent aux côtés des femmes, y compris pour casser les caricatures du type moi c'est ton arambokate, pour moi c'est maçon azalarate. Voilà, sur votre question. Alors qu'il y a des femmes maçons. Alors qu'il y a des femmes maçons. Il y a des femmes ajusteurs, il y a des femmes pilotes au Congo, il y a des femmes quado, il y a des femmes motards. En tout cas, la RDC est en train de briser de plus en plus ces clivages-là. Nous allons de l'avant. D'ailleurs, on devait suivre l'exemple. Vous savez, les pays nordiques, par exemple, qui ont cru à la capacité des femmes, sont les pays les plus développés aujourd'hui. Regardez dans les statistiques. On va y arriver. Alors, on va prendre la question de Pichimumba. Le patriarche Antoine Gizenga, d'heureuse mémoire, nous disait « La parité est un complot des hommes pour plafonner les ambitions de la femme. » Parce qu'il y a plus de femmes, comme les femmes devraient avoir plus de 50%. Bon. C'était notre débat. Monsieur Pichimumba, allez-y, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai deux préoccupations. La première, c'est à Madame la ministre d'État. Parlant du combat du genre, Madame, vous avez épinglé des avancées à enregistrer. Elles sont énormes. Cependant, des défis, il en reste encore. C'est notamment les normes socioculturelles qui entravent l'engagement des hommes et des garçons dans la masculinité positive, surtout dans les milieux ruraux. Quelle stratégie proposez-vous pour encourager une participation plus active des leaders religieux, des leaders coutumiers et communautaires à la promotion de la masculinité positive en RDC? Monsieur le porte-parole du gouvernement, j'ai une question d'actualité, vous allez m'excuser. Les adhésions dans les camps de ceux qui ont pris les armes contre la République suscitent des réactions. Quels commentaires vous faites comme porte-parole du gouvernement sur le propos du cardinal Fridolin Ambongo qui a fustigé dans son message des Pâques les comportements des autorités congolaises qui, d'après lui, continuent de poser des actes susceptibles de pousser à la rébellion en lieu et place de former un front commun pour faire face à l'ennemi? J'y reviendrai dans quelques minutes. Madame la ministre d'État. Oui, je soutiens qu'il y a des avancées. Nous avons vraiment enregistré des avancées du point de vue de la loi et du point de vue mise en œuvre de la loi. Même chez les leaders religieux. Hier, avant-hier, peut-être vous n'étiez pas né, on ne pouvait pas voir les religieuses qui donnaient de l'Eucharistie. Aujourd'hui, les religieuses donnent l'Eucharistie et puis il y a des mamas Bakambi à l'église qui participent à la messe, même à l'homélie, qui font la lecture.
Avant, il n'y en avait pas dans l'église catholique qui était l'église vraiment qui avait des dogmes orthodoxes. Ce n'est pas l'église orthodoxe, mais j'ai parlé des dogmes orthodoxes. Et au niveau même des églises de réveil, vous voyez de plus en plus de femmes. Hein, si nous prenons seulement les cas du combat spirituel de la défunte maman Olangue d'heureuse mémoire, aujourd'hui il y a toute une panoplie des femmes qui prêchent où les hommes et les femmes sont là, écoutent la parole et acceptent cette parole de Dieu. Du côté des leaders aussi, il y a beaucoup de changements. Nous avons des mamans chefs qui ont, même à la législative passée, je connais les femmes chefs de groupement qui ont été cooptées députées provinciales. Je prends des cas de groupement Lité dans le nord Ubangui, une femme chef de groupement qui a hérité du pouvoir de sa mère et qui a été cooptée députée provinciale. Donc, l'autre stratégie, nous allons renforcer. Je ne veux pas voir le verre à moitié vide. Moi, je vois plus le verre à moitié plein. La stratégie, nous allons continuer avec la sensibilisation, avec la conscientisation dans nos ménages. Dans nos ménages. Aujourd'hui, les ménages comme le nôtre, dans ma famille, si hier dans ma famille, on disait que la femme ou la jeune fille n'ont pas investi là-dessus parce qu'elle finira dans son mariage, je pense que dans ma famille, à moi, le langage a complètement changé parce que je suis chef de famille, rien ne s'est fait sans ma présence. Donc vous voyez qu'il y a déjà un changement dans la perception, dans le langage. Je vous ai dit même dans la population dans son ensemble, à Bassoko, je le répète, il y a eu autant de candidatures féminines et masculines, mais 2 femmes l'ont remporté aux élections parce qu'il y a la population constituée et des hommes et des femmes qui ont voté pour ces 2 femmes. Au niveau de la députation provinciale, il y a eu aussi des femmes, pour la première fois, députées provinciales, qui a été élues. Donc comme pour vous dire que nous sommes en train d'avancer. Et nous demandons aussi d'être vraiment accompagnés par les médias que vous êtes, parce que vous êtes un pouvoir qui peut changer l'opinion, un pouvoir qui peut bouleverser, qui peut changer les narratifs. Voilà, merci. Alors, je veux rapidement revenir sur les questions d'actualité qui ont été posées avant de terminer cet exercice, notamment la question sur laquelle vous êtes revenu de Liévin Luzolo, les propos du cardinal et la question de Madame Élisée Odia. Ici, il faut qu'on fasse très attention. Je veux commencer par les propos du cardinal. C'est des propos qui sont extrêmement graves, venant d'un chef religieux de son acabit. Pourquoi je le dis? Parce que, quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chollet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que les fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Notre ami Liévin parlait d'adhésion massive. Je ne sais pas quel est le contenu qu'il donne dans massif lorsque vous voyez 3-4 individus, parce que nous savons tous qu'il y avait à un moment le RCD. Nous avions vu toutes les têtes couronnées du RCD. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Du CNDP. Là, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression qui est établie d'un pays étranger. Que des compatriotes pensent qu'il faut se mettre sur celui qui tue d'autres Congolais, sous prétexte que ça ne va pas dans le pays, il y a un véritable problème. Pourquoi on fait des élections? J'ai aussi entendu, toujours le cardinal, dire qu'on a un budget d'à peine 3 milliards. Je suis désolé, mais qui est-ce qui prépare les notes? Nous avons atteint des records. Aujourd'hui, on parle de 16 milliards de budget. Regardez les contextes dans lesquels nous sommes. L'immense travail qui est fait dans les secteurs de la santé et de l'éducation. D'ailleurs, l'Église catholique est partenaire dans l'éducation. Alors, il ne faudrait pas... Et de la santé. Alors, il ne faudrait pas donner l'impression que les Congos avaient tout.
il y a 15-20 ans. Maintenant, il n'y en a pas. Et cette manière de parler du gâteau, c'est quoi le message que le cardinal veut planter dans l'imaginaire collectif? Donc, devons-nous tous regarder l'accès aux responsabilités comme un gâteau et que nous tous, nous devons avoir droit au chapitre? Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à des mots lorsque nous les utilisons dans le contexte qui est les nôtres. Au sujet du propos du secrétaire général de l'UDPS, généralement, nous nous réservons de commenter dans ces cadres les activités politiques. Mais il y a un fait qu'il faut relever, c'est qu'il y a un besoin aujourd'hui pour tous ceux qui sont attachés à la démocratie, pour tous ceux qui sont attachés au principe pour lequel les pionniers de l'indépendance sont morts, de s'y prononcer lorsque des compatriotes pensent qu'ils doivent recourir au métier des armes. Et lorsque nous voyons que ceux qui ont adhéré 3-4 viennent d'un même parti politique, je cru entendre qu'il y avait une réaction, mais il faut une réaction plus musclée. Parce que sinon, ils vont éveiller les soupçons de service pour retracer les uns et les autres. Et donc ici, il faut qu'on fasse attention sur ce qui est frustration d'ordre politique et sur ce qui est activité qui vise à tuer les Congolais. Parce qu'une rébellion, c'est tuer, une agression, c'est tuer des femmes, et tout ça. Nous parlons d'ailleurs des femmes, on n'a pas eu l'occasion de faire un commentaire là-dessus, mais ce sont nos femmes qui perdent le plus de vie. Nous avons des militaires braves, même si aujourd'hui, j'ai reçu un appel du gouverneur de l'Ituri, qui a été particulièrement touché par certains propos. Nous avons des militaires qui se sacrifient, qui meurent sur le front. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore fini la guerre dans laquelle nous sommes engagés qu'il faut jeter l'opprobre sur l'armée. C'est très dangereux et j'invite le cardinal à clarifier ses propos pour ne pas laisser penser à d'autres que lui serait l'auteur moral ou il donnerait un soutien, une caution morale à cette aventure qui vise à tuer des Congolais. Pour casser ceux qui pensent dans leur mémoire qu'il y avait un courageux dont on avait besoin et qui a surgi et pour lequel il faut donner des mots de soutien. C'est extrêmement dangereux. Voilà, Madame la ministre d'État, je ne sais pas si vous avez un petit commentaire sur ces sujets, mais on va aller à terrain. Oui, je n'ai pas de commentaires, je voudrais juste appeler tout le monde, tous les acteurs, tous les leaders d'opinion à se ranger autour du chef de l'État, soutenir nos FARDC parce qu'il s'agit d'une guerre d'agression dont les rapports sont venus des Nations Unies, de tous les États du monde, pour vous montrer clairement que la RDC est agressée par les Rwandais. Aller soutenir un pays étranger pour venir balkaniser la RDC, la RDC est en train de se prendre en charge. Je pense qu'il serait mieux que si ces propos ont été mal perçus par nous, nous pensons qu'il est grand temps, comme vous l'avez dit, que les auteurs de ces propos puissent les clarifier absolument. Voilà, merci. Alors, un dernier point pour le ministre de la Santé, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole au ministre de la Santé. À quand le paiement des prestataires Covid-19? Ça fait déjà pratiquement... Voilà, nous sortons du cadre. J'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. Je sais qu'à chaque fois qu'on passe à la télé, on nous demande de venir répondre à cette question. J'ai répondu en répétant que quand Covid-19 était là, il y avait l'inspection générale des finances qui a tracé les gens qui ont travaillé là-dedans. J'ai déjà répondu en disant que ça relève ensuite du ministère, ce n'est plus le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé ne paye pas, parce que les gens ont toujours tendance à penser que c'est le ministère de la Santé qui paye. Nous, on utilise des fonctionnaires qui sont payés par le budget de l'État. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui paye. Voilà, mais j'aurais voulu que vous puissiez dire un mot sur ce que nous faisons comme gouvernement pour les femmes atteintes du cancer et d'autres maladies qui font pas encore l'objet de, qui ne sont pas encore couverts par la CSU. Oui, alors ils ne sont pas encore couverts et j'en profite aussi quand même pour dire un mot sur la guerre à l'Est pour dire que c'est le plus grand socle de paupérisation et de problèmes de santé que nous avons. Les femmes qui sont déplacées, les femmes qui sont violentées et qui accouchent de manière parfois très prématurée, des jeunes filles qui sont enceintes, c'est un gros problème de santé publique. Alors tout propos qui encouragerait cette situation à perdurer, de mon point de vue, c'est très dangereux parce que ça fait 20 ans que nous voyons ça
Ça fait 20 ans que là-bas, nous avons le taux de malnutrition parmi les plus élevés, que nous avons le taux de souffrance sanitaire le plus élevé. Alors pour les femmes qui ne sont pas encore couvertes dans la couverture santé universelle, je vous donne un exemple très précis, c'est que nous achetons les intrants du cancer. C'est-à-dire que nous achetons les traitements, les médicaments de cancer de manière très spécifique pour lutter contre les cancers les plus connus. Et parmi les plus connus, il y a le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Et ça, c'est une entente que le président de la République a commencé il y a déjà quelques années, mais qui se concrétise, on le voit très souvent, des mamans d'ailleurs, il y en a une qui voulait absolument passer à la télévision avec moi, mais j'ai dit, nous sommes en train de travailler pour l'ensemble de la communauté, on ne va pas donner des raisons spécifiques. Mais nous sommes en train maintenant de généraliser, pour les militaires, pour les fonctionnaires et pour les policiers, les soins de santé, le paquet de base, qui va comprendre les autres soins, en dehors de la gratuité des accouchements. Et ça va permettre aux prestataires qui ne travaillent pas dans le domaine de la gratuité d'être aussi embarqués maintenant et donc en fait d'avoir un peu plus de ressources. Alors pour les femmes spécifiquement, on est en train de lancer le vaccin de cancer du col. Le cancer du col de l'utérus est malheureusement causé par un virus. Et ce virus-là est souvent transmis lors des rapports sexuels et notamment lors des premiers rapports sexuels. C'est pour cela qu'on doit pouvoir éviter que les jeunes hommes contaminent les enfants, enfin les jeunes femmes, et malheureusement, ça donne le cancer du col, qui est le deuxième cancer chez la femme. Donc, achat des intrants pour les soins du cancer, prévention du cancer du col par la détection rapide, et ensuite, éventuellement, prévention par la vaccination, mais cela est en cours de mise en place. Voilà, on va terminer cet exercice. Madame la ministre d'État, c'est vrai qu'on n'a pas tout épuisé. On aurait voulu faire un focus sur le rôle des femmes dans le changement climatique. On parle d'adaptation, des mitigations. Qu'est-ce qui peut être dit rapidement à ces propos? Comme ça, nous allons rendre l'antenne pour le journal de la RTNC. Oui, merci beaucoup. Ce qui peut être dit rapidement en ce qui concerne le rôle des femmes dans l'adaptation au changement climatique, c'est que le gouvernement s'est impliqué d'abord à avoir les femmes comme négociatrices en matière de climat, en matière de biodiversité, en matière de tout. Et le gouvernement est dans un grand programme, vaste programme de sensibilisation, de responsabilisation des femmes en collaboration avec les partenaires. On aura peut-être prochainement toute une émission pour que nous puissions entrer en détail. Comme on arrive à la fin, c'est moi de réitérer les félicitations au chef de l'État, n'est-ce pas, et aussi félicitations à la première femme, première ministre en République démocratique du Congo, et l'appel à tous les hommes et toutes les femmes, à tous les compatriotes, d'accompagner les programmes du prochain gouvernement pour que nous puissions venir à bout de tous ces maux qui nous rongent. Avec une telle femme Premier ministre, nous pensons que nous pouvons déjà nous applaudir pour atteindre ne fût-ce que la moitié des objectifs de développement durable d'ici 2030. Parce que le changement, il y en aura effectivement en matière de gouvernance de la chose publique. Et d'ailleurs, nous avons fait de progrès dans le cadre du Millennium Challenge Corporation, une série d'indicateurs du gouvernement américain avec la promotion, la nomination de Madame Toulouka. Monsieur le ministre de la Santé, un petit mot pour terminer. Encore une fois aussi, rendre hommage au chef de l'État pour cette nomination ô combien importante, qui donne d'ailleurs un temps très particulier. Nous avons eu un premier président du Congo central, on a une première femme Premier ministre du Congo central. Je rends hommage au chef de l'État pour cela, et je pense que nous avons une personnalité qui peut adresser les problèmes sociaux, et elle a beaucoup insisté sur le développement, j'ai beaucoup aimé ça, tout en adressant aussi les problèmes sécuritaires. De toute façon, elle a toujours travaillé dans les secteurs du développement, son background l'atteste. On a travaillé ensemble avec elle. Oui, bien sûr. Alors, nous allons dire merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. C'est vrai que nous aurions voulu avoir la ministre du Genre qui nous aurait parlé un peu plus du rôle des femmes dans la dénonciation de la violence dans l'Est de la RDC, ou les ministres de l'Éducation, encore le ministre de la Formation professionnelle, mais nous aurons peut-être l'occasion de revenir d'ici le 15, et pas seulement,
pour parler d'autres progrès que nous avons faits sur les questions de la femme. Et j'espère que Madame a beaucoup pointé les journalistes ici. À la RTNC, nous avons demandé des émissions spéciales qui mettront des femmes, parce qu'il faut aussi susciter des émules, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Et donc, Madame Élisée Odia, ce ne serait pas de favoritisme que d'accorder de l'espace aux femmes, parce que c'est aussi cela qui va déclencher de l'ambition au niveau des autres femmes. Et je termine en disant félicitations à la première ministre, j'insiste, première ministre, on doit s'habituer à ces vocabulaires, et peut-être parce que la question elle est revenue plusieurs fois, j'espère que le cardinal clarifiera ses propos, parce que ces aventuriers visent notamment à tuer d'autres fidèles catholiques qui sont sous sa juridiction et bien d'autres encore, et donc il y a un besoin pour nous de savoir ce que nous voulons construire comme République. Merci et bonne soirée chez vous.